tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 beaux invités, 2 sujets et des coups de gueule et des coups de cœur. Les invités sont Laurent Arthur Duplessis. Bonjour Franck. Bonjour. Jacques Georges. Bonjour à tous. Bonjour. Laurent Isard. Bonjour. Oh oui, redites-nous ça Laurent. Bonjour. Voilà, Laurent a la voix cassée et il est quand même venu malgré les intempéries. Et Philippe Pasco et son beau chapeau. Bonjour. Lui aussi est très brave parce que l'autoroute était inondée. Voilà, ça c'est le déluge en France. Les 2 sujets sont les suivants. On va parler du budget, de la nécessité ou pas de trouver 60 milliards, premier sujet. Et un deuxième sujet sur la surveillance algorithmique mise en place pour les JO et qui va être prolongée en France. On va en parler et des dangers pour la démocratie. Allez, à tout de suite pour le premier round. Alors, le premier round, c'est Michel Barnier qui va présenter un budget avec 60 milliards d'économies, 40 milliards d'économies pour être précis, 20 milliards de ressources supplémentaires. Pourquoi ? Parce que la France est dans un goulot budgétaire. On parlera de spread. On va parler de beaucoup de notions sur comment on finance la dette. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a de vrais dangers ? Ou est-ce que c'est un danger imaginaire que ce déficit budgétaire, puisque ça fait 50 ans que la France vit avec un déficit budgétaire. Hein. Et le premier qui commence, c'est Jacques Georges. Jacques. Oui, parce que avant de définir pourquoi... Comment on va trouver 60 milliards, ce qui ne sera pas facile. Il faut d'abord faire le point sur le pourquoi déjà. Pourquoi 60 milliards et pourquoi maintenant 60 milliards ? Et est-ce qu'on est au bout du compte avec ça ? Voilà. Donc je vais rappeler simplement des choses un petit peu générales. Bon, le but de cet exercice, c'est tout simplement, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, hein, c'est de ramener le déficit de l'État à 5% du PIB en 2025, au lieu des 7% qui viendraient naturellement si nous ne faisions rien. Donc le but, c'est de faire seulement 5% par rapport à des 7%. 5%, c'est une horreur, c'est une aberration. Mais c'est l'ambition de cela. Vous voulez dire 5, quand vous dites c'est une horreur, c'est que c'est déjà beaucoup trop, c'est ça ? Bien sûr. Et l'objectif final, c'est 3% en 2029. Non pas en 2026 comme on le pensait déjà avant, maintenant c'est 2029. Alors je rappelle que 3%, c'est la limite fixée par la réglementation de l'euro, le PSC, le pacte de stabilité et de croissance, qui date de 1997. Hein, ça fait 30 ans qu'on connaît les règles du jeu et qu'on ne les applique pas. Et il ne faut pas croire que 3%, c'est un but à atteindre. Non. C'est le niveau de turpitude autorisé. Mais la nature, le sens du long terme, la bonne santé, c'est 0. Hein ? Et quand on est endetté, c'est même moins que 0, c'est un excédent primaire pour rembourser, pour payer les intérêts d'abord, et ensuite pour rembourser la dette. Ça, c'est la situation idéale, Jacques. La question, c'est est-ce qu'il y a moyen d'y arriver avec la structure des dépenses engagée depuis des dizaines d'années et qui fait que chaque année, il y a de plus en plus de déficit. Je voudrais vous entendre là-dessus, Philippe Pasco, parce que j'ai le sentiment que vous ne devez pas être d'accord avec tout ça. Moi, je suis d'accord avec le déficit. Après, qui le fait, le déficit ? Vous êtes d'accord avec le déficit ? Je suis d'accord. Qui a un déficit ? C'est des chiffres. À le constater. Je constate. Okay. Par contre, qui doit rembourser, qui doit payer ? Là, j'ai quand même quelques petits soucis. Parce que, comme d'habitude, c'est les petits qui vont payer, c'est les salariés, c'est les PME. Ce qui est annoncé, c'est 20 milliards plutôt sur les très riches et 40 milliards d'économies. Oui, sur les grosses entreprises, etc., qui vont répercuter le prix qu'on leur fait payer sur le type qui achète le produit. Donc de toute manière, c'est encore le petit qui va payer, alors qu'il y a de l'argent en France. Et qu'il ne faut pas croire que les 60 milliards, entre guillemets, on ne peut pas les trouver. On peut les trouver, mais ils ne vont pas les chercher là où il faut aller les chercher. Vous savez que 60 milliards, dans l'histoire budgétaire française des 60 dernières années, jamais il n'y a eu de telles économies. Jamais le budget aurait baissé autant. Ah ouais. C'est marrant, j'ai pas la même impression. Bah non, mais c'est comme ça, c'est des... Mais le budget, sur qui il a été raboté ?
Non, mais c'est toute la question. C'est d'abord, il y a deux questions dans ce débat aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? Les hôpitaux, il n'y a plus de fonctionnaires. La police, elle est en déshérence. J'ai encore appris aujourd'hui que la gendarmerie ne peut même pas payer ses loyers de gendarmerie et de logement de fonction. Donc l'argent, il est où? Ils l'ont pris où? Mais ça fait des années que la France, beaucoup de gens disent que la France vit au-dessus de ses moyens. Est-ce qu'on n'est pas juste en train de constater la France ne vit pas au-dessus de ses moyens? C'est pas vrai. Non. La France ne vit pas au-dessus de ses moyens. Ça, c'est de la manipulation populaire. C'est comme quand on dit aujourd'hui, je l'ai entendu il y a 2 jours, que les retraités gagnent trop d'argent. Les retraités sont plus rémunérés que les actifs. Alors justement, il faut arrêter de mentir. Je vais consulter parce que une des sources d'économie qui a déjà été annoncée, c'était retarder la revalorisation des pensions de retraite et dire que, et c'est plutôt un constat, que le revenu moyen des retraités est supérieur au revenu moyen des actifs. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté. C'est des chiffres qui ont été pris d'abord qui ne datent pas de 2024 mais qui datent de 2000 d'avant, etc. Et en plus, vous prenez dans le fait que les retraités gagnent plus d'argent leur patrimoine. Tu as bossé toute ta vie, entre guillemets, toute ta vie. Vous êtes sûr que c'est ça? Parce que je pensais que c'était juste les revenus. C'était juste que c'était les revenus. Tout compris. Oui. Moi, je voudrais juste ajouter, Les autres n'ont pas parlé, j'avais Jacques, pas tout à fait, oui, bien sûr, Oui. mais j'ai pas tout à fait terminé parce que l'essentiel, c'est ceci. 60 milliards, c'est rien. C'est la première étape. Il nous faut 150 milliards, même plus, 180 milliards pour être bien. Il faut économiser 180 milliards chaque année. Alors, les 60 milliards, c'est douloureux, mais je pense qu'on en apporte 30 ans, à mon avis, 30 ans de souffrance. Donc c'est le début d'une période qui sera pénible, extrêmement pénible. Ok, donc on parle d'austérité. 30 ans d'austérité obligée. Voilà. Ok, allez, Laurent Izard. Je crois qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du constat, en fait. Le constat, c'est qu'on est entré dans une spirale qui est quand même dramatique. Déficit, endettement, surendettement, et puis ensuite des taux d'intérêt qui augmentent. Il faut savoir que la France emprunte presque 800 millions régulièrement, tous les jours, pour payer les fonctionnaires. Oui. Et on emprunte à 5 ans à 3%, alors que l'Allemagne, c'est 1%. Moi, j'avais entendu que le spread, c'était la différence des 2 à 2,8, c'est-à-dire 0,80. Oui. Et alors, le spread, il devient dramatique parce qu'on ne peut pas être compétitif si on a un spread trop important avec nos principaux voisins, qui sont aussi nos concurrents. Oui. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bientôt, dans les jours qui viennent, eh bien, les principales agences de notation vont noter la France à nouveau. Et notre note va être dégradée. Alors, on s'en moque de la note. On pourrait dire que ça ne nous concerne pas. Mais ça veut dire que les taux d'intérêt avec lesquels on emprunte vont encore augmenter. Dans quelques années, la charge, le service de la dette va devenir le principal poste de dépense budgétaire. C'est 50 milliards, je crois. 50 milliards maintenant et 80 en 2027. Voilà, c'est quelque chose qui est non soutenable, à mon avis. Donc, il faut partir de ce constat-là. Et pourtant, vous avez Pasco à côté de vous, parce que j'ai presque le sentiment qu'on a affaire à l'opposition assez traditionnelle d'une gauche qui dit, et c'est ce que disait Mélenchon il y a quelques années, la dette, ça n'a pas d'importance, parce qu'on la paiera toujours. Et c'est ce que dit Philippe Pasco. Non, la dette, pour moi, ça a de l'importance. Par contre, qui fait la dette, pourquoi ils font la dette, ça a plus d'importance. Et je précise encore une fois que j'ai du mal à comprendre que d'un côté, on nous réclame 60 milliards et c'est toujours les mêmes qui vont payer. Et de l'autre côté, je vois dans la presse un milliardaire comme Saadé à qui on ne fait pas payer d'impôts. Donc j'ai un malaise. Donc qui paye? Alors là, comment ça se fait que le CAC 40 n'arrête pas d'augmenter, que les bénéfices de certains n'arrêtent pas de... Il va baisser. Oui, il va baisser. Je suis vraiment malheureux. Ces gens-là vont gagner 1 million d'euros moins par jour. Ce qui est annoncé, c'est que les super riches qui, effectivement, par plein de mesures, arrivent à avoir un taux d'imposition moyen extrêmement faible, devraient remonter jusqu'à 20% de minimum. Oui, ça concerne 60 000 personnes sur les chiffres que j'ai vus, donc ça ne va pas aller loin. C'est symbolique et ça ne règle pas le problème. Ça ne réglera pas le problème. Alors, mais c'est bien. Laurent Arthur Duplessis. Je voudrais pointer aussi un facteur qui a fait plonger, qui a augmenté énormément le déficit, c'est la faiblesse de la croissance. Alors, la croissance française est particulièrement faible, ce qui fait que ça a diminué fortement les recettes fiscales et évidemment, du même coup, ça a accéléré la croissance du déficit. Alors, la croissance est particulièrement faible en France, elle est faible en Europe, par rapport même aux États-Unis, en Chine. Et il y a
une notion qui intervient là-dedans, c'est les gains de productivité. Oui. Ils sont particulièrement faibles en France et ils sont faibles en Europe. Ils sont même négatifs. Et voilà. Alors on peut s'interroger sur les bienfaits de l'Union européenne qui devait justement organiser les synergies nécessaires, notamment à l'investissement productif et notamment pour avoir des gains de productivité. On voit que le fonctionnement de l'Europe est absurde parce qu'il interdit de forger de grandes unités industrielles au nom de la préservation de la libre concurrence. Le résultat, c'est que l'Union européenne, qui était censée organiser la défense des intérêts européens face aux géants chinois et états-uniens, n'organise rien du tout. En tout cas, faiblement, parce que si vous parlez par exemple des droits de douane qui ont énormément augmenté aux États-Unis, l'Union européenne va vers des droits de douane sur les voitures électriques chinoises, par exemple, de l'ordre de 20 ou 30%. Oui, ce qui est bien avec plus retard. L'Union européenne se réveille tardivement de sa jobardise congénitale, où elle était ouverte à tous les vents. Pendant que les autres se barricadaient. Alors, voilà que ça y est, le sang arrive au cerveau. Oui, c'est ça. Laurent Arthur Duplessis, je vous ai entendu dire qu'en gros, la productivité n'est pas suffisante et qu'en gros, on ne travaille pas assez en Europe. Mais est-ce que ça vous met sur la position de Darmanin qui dit... Non, la notion de productivité est à distinguer de la notion de durée du travail. Oui. Mais Darmanin dit, en gros, il vient de sortir du gouvernement, il dit une des moyennes manières de faire, c'est pas d'augmenter les impôts, c'est d'augmenter la durée du travail. Vous êtes sur ces... Alors, effectivement, augmenter la durée du travail est un des éléments du problème. Mais il y a aussi un autre élément, c'est l'investissement dans l'innovation, la recherche et développement, et tout ce qui peut concourir à l'augmentation de la productivité, car plus on augmentera la productivité, plus on augmentera l'assiette de l'impôt, en fait. Donc ça, c'est un élément très, très important. Vous avez remarqué qu'il y en a un qui s'est fait marrer en face. Mais oui. C'est Philippe Pascaud, il n'est pas du tout sur, ça me fait sur toujours cette parce qu'on position-là. parle toujours d'augmenter la durée du travail, mais on ne parle jamais d'augmenter les salaires. Parce que si vous voulez de la croissance et si vous voulez que les gens dépensent, il faut déjà qu'ils aient de l'argent. Mais s'ils travaillent plus, on va espérer qu'ils soient payés plus. Parce que vous avez l'impression que c'est un truc qui marche. Je Travailler sais plus, pas, gagner ouais, plus. c'est C'est une formule qui a été. Mais vous avez l'impression que ça a donné de l'effet ? Vous avez l'impression que les gens qui ont travaillé plus, ils ont gagné plus ? Vous semblez dire que non. C'est pas que j'ai semblé dire. Je constate aujourd'hui qu'il y a 50 millions de personnes en France qui, quelque part, ne peuvent acheter que de la viande qu'une fois par jour. Manger une fois par jour. Qu'est-ce que je raconte ? Une fois par semaine. Ouais. Donc comment vous voulez que la croissance augmente quand les gens n'ont pas de quoi dépenser ? Alors qu'à côté... Excusez-moi, j'ai encore passé pour un vieux marxiste, je sais pas quoi. J'ai encore regardé les chiffres de l'augmentation des ventes de bateaux de luxe de plus de 100 millions. 100 millions. On ne parle pas d'un SMIC, on parle de 100 millions. Cette année, ça a encore explosé. Donc de l'argent, il y en a. J'ai l'impression qu'on ne va pas le chercher là où il est. Par contre, les bateaux de luxe, ça marche. Mais parce que cet argent est mobile et il s'enfuit comme un lièvre dès qu'on y touche. Ah bah ouais, c'est vachement embêtant. Par contre, le petit salarié, petit salarié, lui, il peut pas enfuir son argent parce qu'il est contrôlé de partout. Non, lui, il est contrôlé de partout. C'est pas ça. Ce que dit Laurent Arthur Duplessis, c'est que la richesse est mobile, alors que le travail, lui, il est statique. Oui, mais attendez, on peut la taxer, la richesse. On peut la bloquer, la richesse, mais on s'en va. La liberté d'échange, c'est le grand discours 1981. Attention, si la gauche arrive au pouvoir, tous les vont partir avec ses bijoux. C'est arrivé, pas vrai, c'est arrivé. C'est des épiphénomènes. La France, je veux dire, faut pas. Elle est favorable pour les riches, la France. Elle est très favorable pour les riches. Parce que si depuis le temps, elle était pas si favorable, il y a longtemps qu'ils seraient tous partis. Or, ils viennent tous en France. Est favorable aux riches. Ah mais moi ça me gêne pas. Mais moi ça me gêne pas les riches. Tous ceux qui réussissent sont favorables aux riches tout simplement parce que il y a une concurrence, comment dirais-je des fiscalités, Mais les riches sont pas déjà partis. Moi non plus, les riches ne me dérangent pas. Ce qui me gêne, c'est les pauvres. Au contraire, j'aime beaucoup les riches créateurs. On est d'accord. Bon. Et qui partagent un peu. Ça c'est le débat entre héritiers.
qui est une majorité du top 500 des fortunes françaises, et puis ceux qui, par exemple, Xavier Niel, il est dans l'actualité, qui sont partis de rien du tout pour bâtir un empire. Xavier Niel, moi je pense qu'il mérite sa fortune, je pense. Il n'est pas le seul. Il en faudrait plus. Je vais plus loin que ça. Xavier Niel, je lui donne la sécurité sociale gratuite à vie. Je lui donne les hôpitaux à vie, gratuite. Mais à partir d'un certain moment où tu gagnes, à partir d'une certaine somme, on reverse tout dans le pot commun. Et là, c'est pas le cas. Parce qu'à un moment donné, honnêtement, aujourd'hui, il y a des fortunes qui sont indécente. Donc au-delà d'un certain revenu ou d'un certain patrimoine, je prends tout. Je ne sais plus qui disait ça, mais... C'est Georges Marchais. C'est Georges Marchais. Non, c'est Mélenchon. C'est Georges Marchais. Je vais jusque-là, mais à des sommes très très hautes. On peut aller très très haut, ça ne me pose aucun problème. À partir de là, on reverse dans le pot commun. Il y en a un qui n'est pas d'accord, c'est Jacques Izard. Il trépigne très poliment, mais il trépigne. Non, mais les très riches sont déjà partis à l'étranger. C'est Laurent Izard, excusez-moi Laurent. Et les très riches sont déjà partis à l'étranger. Et si on regarde les entreprises du CAC 40, 80% de leurs bénéfices sont réalisés à l'étranger. Donc difficilement imposables. Ça veut dire que si on augmente la fiscalité, ça va reposer à nouveau, une fois encore, sur les classes moyennes. J'ai du mal à comprendre parce que les Américains, ils y arrivent très bien. Hein. Et ça va oui, parce que les Américains arrivent... Non, mais les Américains, quand quelque part, il y a des mecs qui dissimulent de l'argent, ils vont même à l'étranger les chercher. Alors, ça, c'est l'imposition mondiale. Ça vaut la peine on de... ne sait pas faire ça. Mais pourquoi ? Non, c'est pas qu'on sait pas faire, c'est qu'on veut pas faire. Est-ce que je peux faire un moment pédagogique ? Parce que très peu de gens savent que les États-Unis imposent leurs citoyens, ceux qui veulent garder la nationalité américaine, sur leur patrimoine global. Mondial. Oui. Mondial. Et si d'ailleurs, en France, on est obligé de traquer pour les États-Unis les citoyens américains qui auraient oublié de déclarer leurs revenus en dehors des États-Unis. Puisqu'en fait, quand on a des revenus, et je finis le moment pédagogique, quand on a des revenus en dehors des États-Unis, ils doivent être imposés comme auto-américains. Et bien pourquoi on ne le fait pas en France ? Mais c'est une décision, c'est une décision politique. Mais c'est très difficile juridiquement. Mais les Américains ont réussi à l'imposer. Eux, ils y arrivent, pourquoi nous on n'y arrive pas ? Surpuissance a réussi à l'imposer à l'Europe et j'imagine au reste du monde. Ceci étant dit, ça ne règle pas. Ce n'est pas les grandes fortunes qui vont régler le problème du niveau de vie de la France. Ni d'aucun autre pays. L'important, c'est de produire. L'important, c'est de produire. Ou dépenser moins. Oui, mais enfin, quand on dépense moins, le PIB baisse et on entre dans la trappe à dette, ce qu'on appelle la trappe à dette. On n'a pas encore prononcé ce mot. La trappe à dette, c'est exactement notre situation aujourd'hui. Oui. C'est le risque de notre situation. C'est-à-dire la mort lente. Rentrer dans un état de récession. Il y a deux scénarios. Moi, je pense qu'il y a deux scénarios. La mort lente, par la trappe à dette, ou bien la mort violente, lorsque BlackRock ouvre les comptes, lever du mauvais pied le matin, en disant « j'ai plus tellement confiance ». BlackRock, c'est le fonds le plus puissant du monde. Là, tout de suite, dans les 2 mois qui suivent, les fonctionnaires ne sont plus payés, les retraites non plus, et il n'y a plus de sous. Donc, il va falloir imprimer, falloir sortir de l'euro et imprimer des billets qui conduira à la situation de Weimar 1923. Alors, voilà, c'est ça notre avenir. Jacques, juste pour être bien certain de comprendre, la mort lente, c'est à la grecque, on a dû sauver et qui maintenant est à peu près sorti d'affaires, et la trappe à dette, c'est quoi ? Quelles sont les conséquences de la trappe à dette ? Non, la mort lente, c'est quand le niveau des intérêts à payer chaque année devient insupportable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est à 50 maintenant, on sera à 80 en 2027. Tout naturellement, et ça peut monter à l'infini. Ça dépend. Si le marché ne fait plus confiance à la France, les taux montent, et le montant à payer chaque année monte aussi, et ça finit par absorber toutes les ressources budgétaires. Donc c'est fini. Oui, mais ça c'est la situation à la grecque, c'est-à-dire que le pays était quasiment en faillite. La Grèce a été sauvée par l'euro. On oublie de dire, parce que ça, alors moi je suis pas du tout pour la sortie de l'euro, absolument pas, ni de l'Europe. Pourquoi ? Parce que nous sommes des rentiers de l'euro. Si nous n'avions pas l'euro, il y a belle lurette que les discussions qu'on a, elles auraient déjà eu lieu. D'ailleurs, même en 2006. Je ressors le bouquin que j'avais sorti déjà une fois ici. Le problème se pose depuis 1974 en France. En tout cas, en 2006, c'était envisagé par Philippe Jaffray, qui était directeur du Trésor. C'est pas un amateur. C'est pas un Mickey. Bon, donc nous sommes des rentiers de l'euro. Sans l'euro, c'est 1000 fois pire. Voilà. Et la Grèce a souffert, c'est vrai, parce qu'elle a eu à subir la dictature du FMI, de la BCE et je ne sais qui encore, mais c'est un moindre mal par rapport à ce qui serait passé s'il n'était pas dans l'euro.
Et nous, demain, si nous avons le problème, j'espère qu'on sera dans l'euro. Parce que si on n'est pas dans l'euro, je peux vous dire que ça sera 1000 fois pire. Pourtant, ici, on a au moins un qui est favorable à la sortie de l'Europe et à la sortie de l'euro, c'est Laurent Arthur Duplessis. Vous n'êtes pas sur cette position Non, mais il faut la préparer, cette sortie. Il ne faut pas l'improviser. Je voudrais dire une chose, c'est que effectivement, le Portugal était en 2010 dans une situation terriblement endettée. Le Portugal, aujourd'hui, a complètement rétabli ses finances. Et qu'a fait le Portugal ? Effectivement, il a réduit ses dépenses publiques. Les Portugais ont fait ça, ont réussi ça sans des heurts politiques majeurs. Et ils ont tellement bien mené à bien cette politique de diminution de la dépense publique qu'ils ont maintenant un classement dans l'endettement international qui est remarquablement bien positionné. Alors, c'est très bien parce qu'en préparant cette émission, ça faisait partie des exemples que je voulais citer pour dire, est-ce que finalement, parce que là autour de cette table, il y a quand même un assez gros fond de pessimisme. Il y a celui qui dit en gros qu'il y a taxer les riches mais qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'osera jamais, et puis il y a tous les autres qui disent en gros, on ne va pas y arriver. Et pourtant, d'autres pays y sont arrivés. Le Portugal y est arrivé, mais c'est pas le seul. L'Espagne, ça va mieux aussi. On peut y arriver si on reste avec l'appui de l'euro, avec l'appui des vertueux de l'euro. Oui. Voilà. Et puis, si on a des forces politiques qui veulent bien jouer le jeu aussi, parce que c'est aussi ça la question. Le malheureux Barnier à Matignon est dans une situation que personne ne peut lui envier. Il est confronté à la quadrature du cercle tous les jours. Il va devoir proposer un budget dont personne ne voudra pour telle ou telle raison politique, politicienne, etc. Ça va être une discussion épouvantablement difficile au Parlement, ce budget. Et que voit-on en réalité ? C'est qu'en France, et ça c'est un problème congénital à la France, les forces politiques sont incapables de s'unir sur des enjeux vitaux nationaux. Et le problème est politique d'abord. Bon. C'est pas seulement après. Laurent Huizard, ce sera le mot de la fin parce qu'on l'a largement dépassé. 20% des Français sont fonctionnaires. C'est parti. En Allemagne, 11%. Alors, je ne dis pas qu'il faut supprimer des infirmières, qu'il faut supprimer des policiers sur le terrain, mais je crois que la question du déficit budgétaire pose celle de la réorganisation de l'État. Voilà. Globalement, il faut réallouer les ressources et mettre les fonctionnaires au bon endroit, et éventuellement supprimer quelques-uns. Trop facile. Trop facile. Mais ouais, c'est pas de dépenser moins qu'il faut, c'est de dépenser mieux. C'est tout à fait différent. Bah, c'est la même chose. La question, Non, c'est pas la même chose. La question, c'est qu'on dépense déjà beaucoup trop, a priori. Non, moi je ne trouve pas qu'on dépense trop. On dépense plus que les autres. Ouais. Mais on dépense plus que les autres. On a une sécurité sociale, on a plein de services derrière qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Et on a une dette. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je veux que l'hôpital continue à être accessible pour tout le monde. Mais on est bien d'accord, Philippe. Eh ben oui, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est que la façon dont vous le proposez, ce qui va donner comme résultat, c'est qu'il y aura encore moins d'hôpitaux, il y aura encore moins d'écoles, etc. Aujourd'hui, c'est la folie l'école, c'est la folie l'hôpital. Supprimer des fonctionnaires. Par contre, je suis d'accord qu'il faut réorganiser, qu'il faut dépenser mieux. Là-dessus, on est d'accord. Allez, il y a une sorte de petit consensus qui vient de se dégager. On va entamer le round 2, mais vous avez bien compris qu'on va revenir sur ces histoires de déficit, parce qu'il y en a tellement absorbé que ça va être une vaste tâche. Allez, à tout de suite. Alors, round 2, la surveillance algorithmique qui a été expérimentée par les JO est annoncée comme prolongée, pérennisée, un petit peu plus, monsieur le bourreau, dans les mois qui viennent. Moi, ma question, c'est est-ce qu'avec ces outils de surveillance, on n'est pas en train de mettre un outil type Big Brother, ou peut-être plus prosaïquement, tel que ça se passe en Chine, où tout le monde est surveillé, tout le monde est compté, tout le monde est évalué, et tout le monde est réprimé. Et le premier qui parle, c'est Philippe Pascot. Ben, Franck, vous avez bien résumé le truc. Ouais. C'est ce qu'ils sont en train de nous préparer. Par contre, là où j'attire l'attention des spectateurs et de ceux qui nous écoutent, c'est qu'une fois de plus, on nous a menti. Puisque ça a été vendu comme quelque chose qui n'allait se faire que sur les Jeux Olympiques.
qui est qu'après les Jeux Olympiques, on allait arrêter cette VSA, vidéosurveillance algorithmique, qui n'est pas du tout la même chose que la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale. Mais il faut que vous sachiez que, je vous le dis ici, depuis 2015, Oui. le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Cazeneuve et M. Valls derrière, avaient déjà acheté ce logiciel israélien pour le mettre dans les commissariats, dans des secteurs de police. Et que sur ce logiciel, il y a déjà le petit bouton qui fait la reconnaissance faciale. Et je peux affirmer aujourd'hui que depuis 2015, des services de police s'en servent sans aucune légalité. Ça n'a même pas été déclaré à la CNIL. Ça n'a même pas été déclaré. Il y a un organisme dans la police qui vérifie. Ils ne l'ont même pas déclaré. Mais ils ne peuvent pas l'utiliser comme preuve s'ils l'utilisent de manière interdite. Oui, pour l'instant. Oui. Mais ils l'utilisent quand même. Donc que tu puisses pas l'utiliser comme preuve, ça sert à quoi? Ça sert à rien, parce qu'ils s'en servent quand même. Le fait que c'était illégal et que quelque part ils s'en servent quand même. Mais on se dirige tranquillement vers une reconnaissance faciale globale, parce que il faut savoir que la petite loi qui a été faite pour les Jeux Olympiques, c'est sur la VSA, et ça concerne 8 petits trucs. Il y a la chute par terre, le type qui rentre. En fait, l'idée, c'est, à travers cette vidéosurveillance, de pouvoir détecter des mouvements de foule, des situations qui sont préludes à une émeute. Ce qui, en plus, d'après les différents rapports que j'ai lus, ne marche pas. D'accord. Parce que j'ai différents rapports et je suis en train de les sortir, ça ne marche pas. Par contre, la reconnaissance faciale, ça marche bien. Et sur le logiciel... Pourtant, on nous dit que c'est pas ça qui va être mis en place. Ça, c'est ce qu'on nous dit, comme on nous disait qu'on n'augmenterait pas la retraite. Donc, le problème, c'est que ces gens maintenant sont devenus des menteurs professionnels et qui sont en train de préparer une surveillance globalisée de l'ensemble des populations. Et même si quelque part, de façon sécurité, on peut un peu l'imaginer, moi, ce qui me gêne, c'est ce qu'ils vont en faire comme usage par rapport à des déviants, des opposants, des gens qui collent pas. Et c'est ça qu'on nous prépare. Okay. Laurent Isard. D'accord avec ce qu'a dit Philippe. Il y a un risque. Il y a un risque. Mais attention, on n'arrête jamais le progrès. Donc, moi j'enseigne les libertés individuelles depuis maintenant 25 ans. On a un rétrécissement des libertés individuelles, c'est clair. Et l'introduction de caméras. Ensuite, les caméras à reconnaissance faciale. par les gens. Plébiscité. Dans les villages, tout à fait, tout le monde veut mettre en place des systèmes de vidéosurveillance. Reconnaissance faciale. Et maintenant, reconnaissance algorithmique. Voilà. On a une évolution, là, qui, à mon avis, on n'arrêtera jamais, parce que ça va dans le sens du progrès, entre guillemets. Alors, ce qu'il faut faire, c'est arriver à réguler tout ça. C'est poser des garde-fous. Comme on a su le faire en 1978, avec la loi informatique et liberté pour les fichiers individuels. Si on arrive à réguler, on a une chance, peut-être, de pouvoir éviter des situations comme celle que craint Philippe, et à juste titre. Mais comment tu veux réguler alors qu'ils truandent déjà? Mais oui, mais on est arrivé avec la loi informatique et liberté. Il faut y arriver. L'État truande. L'État. On ne peut pas faire autrement. Il y a 200 villes en France qui ont des caméras à reconnaissance faciale installées chez eux, de façon illégale. Illégal. Donc à un moment donné, moi je veux bien. Mais dire ça, c'est un dossier très grave. Il faut réguler tout ça. C'est un dossier très grave. J'ai des preuves. Ok, mais ça va sortir de quelle manière? Parce que ça sort pas. Mais ça doit sortir. Le Canard enchaîné doit pouvoir s'y intéresser. Ça sort pas. Mediapart doit pouvoir s'y intéresser. Ça sort pas. Non. Ça sort pas. Il y a des verrouillages. On ne dit pas cette chose. On veut dire le fait que M. Darmanin, par rapport à ces logiciels, il y a des officiers de police qui, sous le couvert de l'anonymat, l'ont dit. On a. Mais ça sort pas. Il y a des choses qui ne se passent pas. Parce qu'ils s'en servent très peu, en fait. Oui, très peu, ouais, c'est vrai. Mais il y a le risque que ça se généralise. Alors, ok, on continue. Laurent Arthur Duplessis. Il y a une équation là qui est de plus en plus nette. Il y a d'un côté, comme Laurent Isard vient de le dire, cette inexorable marche du progrès technologique qui fait qu'il est de plus en plus facile de repérer, surveiller, identifier chaque individu, comme ça se passe en Chine, où effectivement, avec la reconnaissance faciale, chaque individu dans la rue est identifié avec son éventuel casier judiciaire, ses éventuelles fautes commises par le passé, etc. Le crédit social qui permet de voyager, d'avoir des comptes en banque, un certain nombre de choses comme ça. C'est ça les conséquences. Et un garrot espagnol de plus en plus terrifiant. C'est-à-dire que si l'individu en question a accumulé les fautes, et les fautes, elles sont parfois pas bien graves. Non, mal traverser la rue sur un passage clouté. 3 points de moins. Oui. Et à force, il n'a plus accès au crédit, il n'a plus accès aux billets pour voyager en avion, etc. Donc il est
pratiquement rejeté de la société. Bon, c'est effrayant. Lui et sa famille. Oui, mais ça, c'est... Pardon, là, on est en train de se faire peur avec une dictature. C'est pas encore le cas en France, non? Mais juste, je voulais dire, dans l'équation, il y a d'un côté cette perspective de plus en plus précise et effrayante qui nous arrive de Chine, en fait. Oui. La Chine ayant Pour été une fois, pionnière. c'est pas les États-Unis qui mènent la danse. La Chine est pionnière dans ce domaine. Mais de l'autre terme de l'équation, c'est qu'il y a une montée grandissante et de plus en plus forte de l'insécurité. Or, effectivement, il y a dans la population en général une acceptation de plus en plus grande de cette surveillance technologique, la population s'estimant de plus en sécurité par cette surveillance technologique. Alors quelle est la réalité de l'effectivité de cette sécurité? C'est un autre débat. Mais enfin, voilà, il y a ces deux forces qui sont... Je te laisse la parole. Je te laisse parler juste par rapport à ce que tu viens de dire. J'ai un rapport de gendarmerie officiel qui dit que 80% des vidéosurveillances installées ne servent qu'à faire payer des amendes. La sécurité des biens et des personnes, c'est 20% des vidéos. 80% pour les amendes, 20% pour la sécurité des biens et des personnes. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de gendarmerie officiel. Les violences sont cagoulées, en fait. Les violences sont cagoulées 20% et on les reconnaît pas, réellement grâce à la vidéosurveillance. Le reste, c'est uniquement pour des amendes. Jacques Georges. Moi, je ne vais pas ajouter quelque chose de très original parce que je suis d'accord avec à peu près tout ce qui s'est dit là. Mais ce que je constate quand même, c'est que y a quelque chose il y a une lame de fond là contre laquelle on ne peut rien. Et je pense qu'effectivement, on peut pas aller contre la marée. Et les usages privés de la télésurveillance se multiplient sans que ça pose de problème apparemment. Et pour moi, il y a deux usages possibles. Soit il s'agit de contrôler, d'aller dans le sens de la sécurité collective, et à ce moment-là, moi, personnellement, j'y suis assez favorable. Soit il s'agit effectivement de dérives qu'il faut réglementer. Donc, moi, je ne suis pas du tout extrémiste dans ce domaine-là. Je pense qu'il faut réglementer. Comme Laurent l'a dit tout à l'heure, il faut réglementer de façon assez fine. La réponse, c'est le droit, autrement dit. La réponse, c'est le droit, voilà. C'est ce que je pense. Vous venez de me faire penser à quelque chose, je vais parler de moi. L'autre jour, j'étais chez une de mes sœurs, et il y avait une petite caméra dans la bibliothèque. Et je lui dis, mais pourquoi t'as ça? Parce que moi, je n'ai pas de caméra chez moi. Hein. Eh bien, parce que je veux savoir, et ma femme de ménage, et si mes filles sont là, et tout ça. Oui. À distance. Oui. Mais quand on fait ça... Non. Non, c'est sans doute pas répréhensible, mais quand on fait ça, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est absolument prêt à tout accepter, quoi? Les caméras dans les rues, et puis demain la reconnaissance faciale, parce que les gens se disent ben moi je suis pas coupable. Donc finalement c'est les méchants qu'on va attraper, les gentils sont pas en cause. Il faut dire qu'il y a une limite à pas dépasser, c'est tout. Je pense qu'il faut finement déterminer par la loi la limite au-delà de laquelle ça pose problème. Voilà, pour moi. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire que tu surveilles entre guillemets ton chez toi, etc. Moi ça me gêne pas. Que tu regardes que la nourrice avec son accord s'occupe bien de ton enfant, moi ça me gêne pas. Que tu sécurises ta bibliothèque pour voir si ton gosse fait bien ses devoirs, honnêtement, moi ça me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est les débordements derrière, c'est-à-dire le fait que ça serve uniquement pour juguler la liberté d'expression, pour juguler la circulation des individus, pour marquer des gens au fer rouge, et tu l'as très bien dit, parce qu'ils ne correspondent pas à la normalité de ce que certaines personnes auront défini. Et il est là le risque. Et aujourd'hui, ils le font déjà. Je dis juste ça. Ils le font déjà alors qu'ils n'ont pas le droit. Donc quand on me dit on va réglementer, je dis... Mais alors qu'est-ce qu'on fait? La limite, c'est le respect. Pour moi, le plus important, c'est le respect de la liberté de penser et d'expression. Pour le moment, à ma connaissance, on n'en est pas là. Non, mais ça peut arriver. Ça se réduit de jour en jour en France. France. C'est ce que je disais sur la mise en place d'outils. Parce que moi, si j'ai noté tous les petits journaux à qui on fait des procès bâillons, tous les trucs libres sans publicité qu'on essaye d'étouffer quasiment tous les jours, les lois qu'on est en train de poser, le secret des affaires, etc., qui fait qu'on ne peut plus accéder à certaines informations, la loi qui vient de passer, comme quoi tu peux plus connaître les bénéficiaires dans je sais plus quelle société, quand tu fais de l'investigation, tu peux plus savoir qu'un tel s'est fait du pognon. Je suis désolé si c'est pas une restriction de la liberté d'expression qui est en train et de circuler tout, qui est en train de se mettre en place tout doucement. Alors on n'est pas dans une dictature de violence, on est dans une dictature souterraine, économique. La dictature de l'édredon, on pourrait appeler ça. Hein. Et ça c'est très grave. Et les caméras de vidéosurveillance en reconnaissance faciale,
Je dis attention, parce que le logiciel israélien là, qui nous sert en France, il a été vendu dans d'autres pays pour pas tuer, mais pour repérer des opposants politiques. Des opposants politiques. Mais c'est pas vrai, ça existe déjà. Et oui. Avec ce logiciel. Il y a un petit bouton sur le côté de l'appareil, sur l'ordinateur. Vous cliquez dessus, vous mettez une photo, vous prenez une photo, je prends ta photo, je le mets sur l'ordinateur, je clique ce petit bouton qui est à droite, je le dis pour les spectateurs, est à droite de ce logiciel, de cette application. Et vous avez de la reconnaissance faciale. Déjà. Et vous croyez qu'ils vont pas s'en servir? Vous croyez qu'ils s'en servent pas? J'ai la preuve qu'ils s'en servent déjà dans la police. J'ai la preuve et pas la preuve que des politiques s'en servent, mais on peut supposer que s'ils s'en servent avec certains policiers... Tu vois, quand tu n'as pas vu, pas pris... Donc, impératif de réglementation. Mais la loi, ça sert Darmanin parfois... n'a même pas déposé le truc à la CNIL. La bonne il faut le loi, faire. c'est celle qui protège les libertés. C'est pas moi le patron, c'est eux. Voilà. Et donc, il faut travailler dans ce domaine. Là, ils l'ont pas fait. Je suis assez méfiant généralement vis-à-vis de la loi en général et de l'État en général, parce que je lis Laurent Oberton et je l'approuve. Mais là, dans ce domaine-là, je pense que la loi, le salut, enfin en tout cas le remède, il est dans la loi. Dans la loi et dans la répression derrière. On peut imaginer une uchronie un jour où le grand luxe, ça sera d'aller séjourner quelque temps dans des villages ou des villes où il n'y aura pas une image, pas une caméra, pas un repérage électronique. Mais c'est déjà presque le cas. Et où on aura la liberté des animaux sauvages de l'Alaska, etc. Et là, ce sera le bonheur. On ne sera pas filmé. Mais vous savez, cette uchronie, elle est déjà annoncée par les géants de la tech qui interdisent à tous leurs enfants d'avoir un téléphone avant 12-15 ans, d'avoir accès aux réseaux sociaux, et tout ça. Donc, ils savent de quoi ils parlent et ils ont déjà créé ce monde où, au contraire, là, leurs enfants peuvent être libres. Je conforte ce que tu dis, Franck, et je le dis moi depuis 10 ans, c'est que les vendeurs de cigarettes, les gros, fument pas. C'est encore non, les mecs, les gros vendeurs de cigarettes, Philippe Maurice, les patrons, il n'y en a pas un qui fume. Comme un dealer de drogue, il fume pas à ça, bah oui. C'est juste pour les gogos. Et comme me dit le réal dans l'oreille, il me dit en plus, les enfants des patrons de la tech vont dans des écoles où il n'y a pas d'informatique. Ben oui. Oui. Comme quoi, l'Uchronie dont parle Laurent, et elle est fascinante, et je crois que c'est un vrai, très bon sujet de roman, d'une certaine manière, elle est mise en place déjà. J'ai une anecdote par rapport à ça avec M. Cazeneuve. Bonjour M. Cazeneuve. Qui a fait installer la vidéosurveillance dans sa ville, il y a 4 ou 5 ans. Cherbourg, c'est ça? Je ne sais plus, sauf autour de chez lui. Ah oui. Et d'ailleurs, il y a... Sauf autour de chez lui. Vous parliez, Franck, tout à l'heure de l'installation de caméras dans le domicile privé où on surveille de loin ce que fait la nourrice, etc. Mais c'est étonnant, cette évolution, parce qu'au fond, on est tellement mettant la proie de l'image et on est tellement exposé à être filmé en permanence que ça s'installe dans les mœurs de surveiller à distance son domicile, ses proches, etc. Et c'est la société de la surveillance, effectivement. Moi, ça ne me gêne pas. Tu sais, c'est pas très agréable quand tu rentres chez toi, tu t'aperçois que tu as été cambriolé. Bien sûr. Je suis désolé, il n'y a pas que des gentils. Donc ce genre de surveillance ne me gêne pas. Mais la contrepartie à ça, c'est que c'est peut-être pas toujours agréable de se sentir observé par une caméra en permanence. Sachant qu'il y a 2 éléments. Le Parisien fait un dossier aujourd'hui là-dessus sur les téléphones qui espionnent. Les téléphones qui entendent nos conversations et qui, comme par hasard, quelques secondes après avoir prononcé un mot, et moi ça m'est arrivé, donc j'en témoigne, j'ai une publicité qui arrive sur un truc... auquel je ne me suis jamais intéressé auparavant. T'as pire que ça aujourd'hui. Les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que selon tes conversations, quand tu vas dans un supermarché, tu sais, il y a des panneaux qui s'éclairent là sur ton chemin dans les machines. Et bien, bizarrement, maintenant, il y a des pubs qui apparaissent sur tes centres d'intérêt dont tu as parlé. Alors ça, si c'est vrai, cette histoire, c'est annoncé dans Minority Report. Film avec, je ne sais plus comment il s'appelle, le type qui a fait...
Mission Impossible, Tom Cruise. Mais voilà. c'est vrai. Minority Report, c'est exactement ça. On voit les gens avancer, les robots leur adresser la parole et leur dire exactement ce qu'ils ont envie d'entendre. Oui, encore là, c'est pas le plus grave parce que il s'agit de vendre, de vendre à des gougous. Là où c'est dangereux, c'est lorsque ça touche la liberté individuelle, les idées et la capacité de les exprimer. Ça, oui. Mais c'est ce que ça fait. Ouais. Quand de façon redondante, on te pousse dans tes travers, entre guillemets, ou dans tes besoins. C'est-à-dire, j'aime les pastilles Valda, je marche pendant 24 heures, je ne vois que des pastilles Valda partout. Eh bien, ça conforte et ça m'empêche d'avoir un discernement. Ouais. Petit à petit, je rentre dans ce que l'autre veut que je rentre. Et ça, c'est grave. Ah, c'est l'enfer par le paradis, parce que c'est un paradis, ce que tu décris, les là. pastilles Valda, mais ça me donne des indigestions. Allez, on va rester sur la pastille Valda pour une fois qu'on fait de la pub et sur un sourire, sur un sujet pourtant grave. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le round numéro 3 avec des coups de cœur et des coups de gueule. Et vous allez voir, ils sont pimentés. Allez, à tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Rebonjour, coup de gueule, coup de cœur. C'est Laurent Arthur Duplessis qui a un coup de gueule et un coup de cœur pour nous. Laurent. Alors, le coup de gueule d'abord, oui. Eh bien, c'est le président Tebboune, le président algérien, qui, en réaction notamment au fait que Paris a déclaré légitimes les revendications du Maroc sur le Sahara occidental, le président Tebboune en a remis une couche, mais après bien d'autres interventions du même genre, en accusant la France d'avoir génocidé le peuple algérien pendant la période coloniale. Rien de moins, d'accord. Alors, on pourrait lui dire au président Tebboune qu'il y avait à peu près 900 000 habitants en Algérie, dans ce qui est devenu l'Algérie à l'époque, et qu'il y en avait quasiment 10 millions en 62 quand les Pieds Noirs sont repartis, ce qui, pour un génocide, est curieux. Et d'autre part, il faut voir que tout ça s'inscrit dans une stratégie politique du président Tebboune et suite au gouvernement précédent d'Alger d'ailleurs, de se servir de la France comme éternel bouc émissaire depuis 62 ans que l'indépendance a eu lieu, pour masquer les échecs économiques, sociaux du pays, en imputant à l'ancienne puissance coloniale toute la responsabilité de ces échecs. Et la corde apparemment n'est pas encore suffisamment usée au bout de 62 ans. Merci. Ça, c'était votre coup de gueule. Et votre coup de cœur, Laurent? Eh bien, je dirais qu'Alain Madelin tient un discours qui est pertinent sur la question fiscale en disant, certes, il faut réduire les dépenses publiques et puis il faut aussi mieux les ajuster. Et il ne faut pas passer le rabot n'importe où de manière aveugle. Il faut voir comment augmenter l'efficacité de la dépense publique cas par cas. Et notamment, il s'inquiète, et à juste titre, des répercussions que peut avoir un alourdissement de la fiscalité sur les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui, contrairement aux multinationales, ne sont pas ubiquitaires. Les multinationales, si elles ne sont pas contentes, de toute façon, elles vont ailleurs. On voit comment Danone a fermé un établissement, je crois, en Normandie, puis en ouvre un en Amérique du Nord, etc. Les multinationales, comme leur nom l'indique, ne sont plus nationales. Donc, elles sont ubiquitaires. Tandis que les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui peuvent jouer un rôle très important, notamment dans le domaine de l'innovation technologique, elles peuvent être frappées de plein fouet et de devoir réduire leurs investissements en matière de recherche et développement, etc. Ok, merci beaucoup. Je préciserai une petite chose à votre coup de cœur, c'est que les ETI sont créatrices nettes d'emplois, ce qui n'est pas le cas des grandes multinationales qui créent des emplois en dehors de la France. Oui. C'est logique. Mal payé. Elles sont créatrices d'emplois et d'innovation, parce que le facteur de productivité et de niveau de vie à long terme, c'est ça, hein, c'est l'innovation aujourd'hui. Oui. Allez, merci.
Jacques Georges, coup de gueule, coup de cœur. Alors, je vais... Bon, moi personnellement, j'ai à peu près 100 coups de gueule par jour et peu de coups de cœur. Alors, je vais inverser et je vais plutôt parler de coups de cœur et je vais faire un gros coup de cœur et un petit coup de gueule. Alors, le coup de cœur, il se trouve que la semaine dernière, j'ai fait le touriste, que je n'aime pas beaucoup faire en général, mais j'ai fait le touriste autour de Naples. Hein. Et donc, j'ai visité Naples, je suis allé au bord du Vésuve, Pompéi, Salerne, Paestum, je vais revenir, Amalfi, Ravello, Sorrente, Monte Cassino et Caserta. Donc, je veux dire, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup pourquoi ? Parce que d'une part, il y a la vie, etc. Mais surtout, parce que c'est un plongeon, c'est une plongée dans l'Antiquité gréco-romaine. Pour moi, c'est un ressourcement, c'est extraordinaire de voir la beauté de ces sites, de ces sculptures, de cet art qui n'a jamais été dépassé. La Grèce reprise par Rome dans la continuité la plus parfaite. Et donc, nous sommes les fils de tout ça. Et moi, personnellement, c'est un ressourcement vers nos origines, vers ce qui nous unit, vers ce qui est nous. Et je dois dire que, bon, moi, je suis probablement le plus européen du groupe. Là. Ça ne fait que renforcer mon européanité. La civilisation européenne, c'est quelque chose de fort, c'est mon identité, c'est ce que j'aime. Et j'ai été heureux de me replonger dans l'Antiquité gréco-romaine. Alors faites-le, et notamment Paestum, parce que Paestum, c'est 90 km au sud de Naples, et c'est 3 temples grecs d'une beauté exceptionnelle, qui n'ont jamais été démolis d'ailleurs, qui n'ont pas été reconstruits, d'une beauté exceptionnelle. C'est une ville qui faisait 5 km de périmètre à son époque de florissante. Et bon, ça vaut le coup. Ça vaut le voyage. Voilà, à mon avis, ça vaut le voyage. Merci pour ce coup de cœur. Vous me donnez peut-être mon endroit de vacances pour Noël, je dois vous le dire. Alors, je vous le... On va pouvoir échanger. Donc ça, c'était votre coup de... Alors, mon coup de gueule, ben, il suit immédiatement le précédent. C'est le surtourisme. Parce que dans les villes que j'ai citées, là, eh ben, on constate un peu partout, y compris à Honfleur où je suis souvent, hein, c'est-à-dire des guides avec un petit drapeau et puis des moutons qui suivent avec des trucs dans les oreilles. Alors ça c'est particulièrement vrai à Amalfi et à Sorrente, parce que bon, ça gâche un peu. Et je dois dire des villes qui se réduisent à être des galeries marchandes où on vend du limoncello. Bon, c'est pas ce que je préfère, voilà. Merci. Et donc, si je finis, pour résoudre les problèmes de budget de la France et de l'Italie d'ailleurs, hein, la TVA à 100% sur les croisières touristiques. Autant vous étiez fait un ami des agences de voyage il y a quelques secondes. Oui, là d'un seul coup, vous avez un contrat sur votre tête. Ça peut ne pas plaire. Bon, enfin, c'est une plaisanterie un peu. Hein. Okay. Allez, Laurent Izard, vous avez un coup de gueule et un coup de cœur. Allez-y. Alors, un coup de cœur à propos de l'incendie criminel qui a touché... Coup de gueule, donc. Coup de gueule, ouais. Incendie criminel qui a touché l'église Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers. C'est une église médiévale. C'est une église qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. C'est la 4e église qui brûle ou qui est dégradée à Poitiers en moins d'1 an. Voilà. On recense à peu près 1000 dégradations d'églises chaque année en France et les chiffres sont en augmentation constante. Plus largement, on a à peu près 45 000 monuments historiques en France. On en a un quart qui sont en état de dégradation important. On est en train de perdre notre patrimoine architectural en France. Et c'est très grave parce que, en réalité, c'est notre avenir qu'on perd. Parce que le passé éclaire l'avenir, vous voyez. Et l'État consacre 0,18% de son budget à la protection du patrimoine français. C'est très très peu, finalement. Voilà. Alors, pour ce qui concerne l'incendie de Poitiers, c'est un incendie criminel. Il y a beaucoup d'incendies criminels en France. Je ne peux pas imaginer une seconde qu'il n'y a pas derrière quelque chose, vu le nombre d'incendies criminels qui ont eu lieu depuis 1 ou 2 ans. D'accord. Ok, ça c'est votre coup de gueule. Absolument, oui. Très fort, ouais. Je comprends très bien.
Vous avez un coup de cœur. Ah mais il y a justement un coup de gueule. Hein. Ouais. Un petit coup de cœur pour une association, une jeune association qui est née en 2014, qui s'appelle Urgence Patrimoine, et qui justement s'efforce avec peu de moyens, de sauver des éléments de notre patrimoine architectural. Alors, ce ne sont pas des édifices qui sont classés monuments historiques. C'est la catégorie en dessous, je dirais. Mais par exemple, l'association a pu sauver l'église Sainte-Rita à Paris, dans le 15e. Elle a pu sauver, alors c'est pas que des églises, hein, c'est des monuments historiques en général, le monument de la maison de l'usine à Orpierre, voilà, des monuments qui auraient été détruits s'il n'y avait pas eu l'intervention de cette association. Et cette association, on peut lui donner, il y a un site internet pour... Il y a un site internet, okay. On peut lui donner de l'argent. Il y a un lien facile à trouver. Alors, il ne s'agit pas de sauver, je dirais, l'usage qui est fait des monuments. Il y a trop d'églises en France. On peut en détruire quelques-unes qui ne présentent pas un caractère architectural extraordinaire. Mais on peut redonner vie à certains bâtiments. Et on détruit un peu rapidement nos monuments. Très bien. Merci beaucoup. Philippe Pascot, que j'ai vu tourner la tête parce que je sais qu'il est un fervent défenseur des églises. Bah oui, je me suis battu il n'y a pas longtemps contre un maire dans Lyon qui voulait détruire l'église de mon village à Guerchy. On fera. Alors là, je prends un engagement. Je ne sais pas quand, mais on fera un débat sur le patrimoine, sur l'abondance du patrimoine en France, son coût, et peut-être sur le fait que la France a peut-être beaucoup trop de patrimoine et peut-être est trop tournée vers le passé et pas assez vers l'avenir. Pas trop de patrimoine. On ne va pas le faire aujourd'hui, ce débat, Philippe. Mais donc juste c'est marrant, Philippe, je rentre je rentre de Budapest, je rebondis juste ce week-end où moi j'ai regardé aussi qu'il y avait des super monuments. J'étais là-bas pour défendre les gens qui se battent contre la corruption et malheureusement il y en a aussi à Budapest. Mon coup de cœur, il est simple, il est pour ce monsieur. Oui, Paul Watson. Voilà. Pendant 2 ans, j'ai mis un petit badge qui s'appelait Assange. Ouais. Maintenant, je suis obligé de mettre un badge qui s'appelle Watson parce que ce mec courageux a été mis en prison pour des motifs complètement faux sur une notice rouge. Rappelez son action, Paul Watson. Alors, Paul Watson, il se bat. Il a consacré sa vie à la lutte contre les baleines et le meurtre des baleines dans le monde entier. Surtout la façon dont on les tue par les Japonais qui ont des usines carrément à désosser les baleines en direct. On ne sait même pas s'ils sont morts quand ils les tuent. Et ils l'ont mis en prison parce qu'il gênait. Donc moi, mon coup de cœur, il est ce mec-là, parce qu'il sait qu'il allait en prison, il sait qu'il allait finir comme ça, mais il a continué à se battre. Et malheureusement, des gens courageux, il y en a de moins en moins dans le monde. Voilà, il a été arrêté précisément parce sur une notice d'Interpol, d'Interpol envoyée par le Japon, je ne vais pas développer parce que je n'ai pas le temps, ces notices-là, ça sert maintenant souvent à juguler des opposants. Et probablement en plus basé sur un mensonge monté par le Japon. Mais c'est menteur, la vidéo démontre complètement. On peut espérer que la justice du Danemark... Assange, on pouvait espérer qu'on le libère, ça a quand même attendu 10 ans. Mais ça s'est passé. Donc tous les gêneurs comme ça à ce niveau-là, en général, maintenant on commence à les étouffer, à les enfermer et à les garder en prison pour qu'ils puissent Alors ça, c'était votre coup de gueule, Mon coup de gueule, il est simple. Il semblerait qu'il y ait un type qui s'appelle Le Maire, qui maintenant bosse en Suisse, je crois. Si je donne son prénom, ça... Ouais, on peut... Bruno, c'est ça. Bruno, je ne me rappelle jamais le nom de ces mecs-là. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Qui, quelque part, il semblerait, j'ai 99% de preuves, qu'il ait dissimulé un rapport sur les autoroutes françaises qui stipulait qu'on devait... Le rapport demandait à ce qu'on réduise le prix du péage, etc., comme recommandation, alors que les autoroutes, en France, sont une escroquerie, entre guillemets, phénoménale. Une manne financière pour des privés. Et puis là, c'est bizarre, tiens, il y a de l'argent à gratter qu'on ne gratte pas là non plus, pour revenir au sujet d'avant. Et donc, mon cul de gueule, c'est contre ces gens de l'État qui dissimulent des rapports qui doivent être publics. Très bien. Enfin, très bien. Non. Enfin, merci et c'est pas que le maire, parce que M. Macron a lui aussi dissimulé un rapport qu'il a signé sur la reconduction de la concession aux autoroutes avec un bonheur pour les autoroutes et les bénéfices qu'ils peuvent faire sur le dos des usagers. Jacques, ce sera un petit mot. Oui. Dans mon passé, je me suis occupé de financement privé des ouvrages publics. Donc c'est un sujet très intéressant et je peux te dire une chose, c'est que face à l'État, les sociétés privées dont c'est la spécialité font plus que le poids. L'État ne sait pas négocier et négocie de façon... est toujours en position, est toujours perdant. Voilà, convaincu. Et là, il y a de l'argent à récupérer. Très bien. Allez, messieurs, merci. C'était brillant. On se retrouve dans 15 jours pour de nouveaux sujets.
À très vite.